Prends une grande inspiration. Non, vraiment. Juste là, maintenant, avant même que je commence à parler, une respiration lente, profonde. Laisse tes épaules descendre, laisse ton corps se poser, parce que ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, ça ne se vit pas dans la précipitation, ça se vit dans la douceur d'une attention tournée vers soi. Je veux te poser une question simple et je t'invite à y répondre honnêtement sans te juger. Est-ce que tu as l'impression que ta vie tourne en rond, que tu veux changer des choses, ta façon de réagir, ton niveau de stress, ta relation aux autres, ton rapport à toi-même, mais qu'au fond, rien ne bouge vraiment? Si tu réponds oui à cette question, alors tu es exactement au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui me tient profondément à cœur, pas parce que c'est une nouvelle théorie venue de nulle part, mais parce que c'est quelque chose que j'ai vu fonctionner encore et encore dans ma pratique clinique, dans les recherches que j'ai accompagnées et dans ma propre vie. Je vais te parler du pouvoir de 12 jours. 12 jours consécutifs d'une pratique simple, régulière, intentionnelle. Et je vais t'expliquer pourquoi, au bout de ces 12 jours, quelque chose en toi aura changé. Pas de façon spectaculaire, non. Pas comme dans un film où un personnage se réveille transformé du jour au lendemain, mais de façon réelle, profonde, durable. Et peut être plus important encore, je vais t'expliquer ce que ta façon de vivre ces 12 jours, ta résistance, ta curiosité, ta constance ou tes oublis révèlent sur toi, sur tes mécanismes intérieurs, sur ce qui te retient, sur ce qui t'attend si tu choisis d'avancer. Parce que nous sommes tous un livre ouvert, à condition de savoir lire les bonnes pages. Je m'appelle Christophe André, je suis psychiatre, je travaille avec des êtres humains depuis plus de 30 ans et chaque jour je suis frappé par la même chose. Nous avons tous en nous une capacité de transformation que nous sous-estimons radicalement. Nous pensons que changer prend des années, que ça nécessite des bouleversements, que c'est réservé à ceux qui ont du temps ou de la chance. Mais ce n'est pas vrai. Le changement commence dans les interstices de l'ordinaire, dans un matin silencieux, dans un souffle conscient, dans 12 jours décidés. Alors installe-toi confortablement. Nous avons le temps. Nous allons avancer ensemble, doucement, avec curiosité. Et à la fin de ce que je vais te partager, je crois sincèrement que tu regarderas ta vie d'un œil différent. Commençons. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est pourquoi 12 jours? Pourquoi pas 7 comme une semaine? Pourquoi pas 30 comme un mois? Pourquoi ce chiffre précis? La réponse est à la fois neurologique et psychologique. Du côté de la neurologie, nous savons aujourd'hui, grâce à des décennies de recherche sur la plasticité cérébrale, que le cerveau commence à créer de nouveaux sillons neuronaux assez rapidement lorsqu'on lui offre une stimulation régulière et cohérente. 7 jours, c'est souvent trop court. Ça reste dans le domaine de l'effort conscient, de la volonté brute. 30 jours, c'est excellent, mais beaucoup de gens abandonnent avant d'y arriver, précisément parce que l'objectif leur paraît trop lointain. 12 jours, c'est ce que j'appelle un seuil de bascule. C'est assez long pour que le cerveau commence à enregistrer la nouvelle habitude comme familière, comme normale, comme sienne, et c'est assez court pour que l'esprit accepte de s'engager sans trop résister. Il y a quelque chose de très humain là-dedans. Nous résistons moins quand l'horizon est proche. Et nous nous surprenons souvent, au bout de ces 12 jours, à ne plus vouloir arrêter. Du côté de la psychologie, 12 jours représentent aussi quelque chose de symbolique. C'est suffisant pour traverser des moments difficiles un matin où tu n'as pas envie, un soir où tu es épuisé, un jour où tout va de travers et pour voir que malgré tout tu as continué. Et ce fait-là, avoir continué malgré la résistance, est en soi une information précieuse sur toi. Nous y reviendrons. Mais avant de parler de la pratique elle-même, je veux parler de quelque chose que l'on évite souvent au début, le saboteur intérieur. Tu le connais, ce saboteur. C'est cette voix qui dit: ouais, bonne idée, mais pas maintenant. Peut être demain. Peut être quand j'aurai moins de travail. Peut être quand les enfants seront grands. Peut être quand je me sentirai mieux.
Cette voix est universelle. Je l'ai entendue chez des patients souffrant de dépression profonde. Je l'ai entendue chez des dirigeants d'entreprise au sommet de leur réussite. Je l'ai entendue en moi-même, dans les moments où j'aurais dû m'asseoir pour méditer et où je préférais regarder mes emails une dernière fois. Ce saboteur n'est pas ton ennemi, c'est une partie de toi qui a peur. Peur du changement, même quand ce changement est bon. Peur de découvrir quelque chose de douloureux en toi si tu te retournes vers l'intérieur. Peur d'échouer encore. Et c'est précisément pour ça que les 12 jours sont importants. Non pas parce qu'ils vont tuer ce saboteur, rien ne tue vraiment, mais parce qu'ils vont t'apprendre à l'entendre sans lui obéir automatiquement. C'est l'une des grandes leçons que la psychologie contemporaine, et notamment la pleine conscience, nous a données. Nous n'avons pas besoin de supprimer nos pensées négatives. Nous avons besoin d'apprendre à les observer sans être emportés par elles. Pense à une feuille morte sur la surface d'une rivière. Si tu la regardes couler depuis la rive, elle passe, elle disparaît dans le courant et la rivière reste tranquille. Mais si tu sautes dans l'eau pour attraper cette feuille, tu te retrouves mouillé, essoufflé, emporté. Tes pensées sont ces feuilles, tu n'as pas à les saisir, tu peux les regarder passer. Ces 12 jours vont t'apprendre à rester sur la rive. Maintenant parlons de la pratique concrète. Qu'est-ce que l'on fait exactement pendant ces 12 jours? Je vais te présenter cela comme une progression, parce que c'est véritablement une progression. Chaque étape s'appuie sur la précédente, chaque jour ajoute une couche légère à l'édifice que tu construis. Les 3 premiers jours, je les appelle les jours de l'attention. L'exercice est simple, presque dérisoire en apparence. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant d'allumer quoi que ce soit, avant de parler à qui que ce soit, tu prends 5 minutes assis, les yeux fermés ou mi-clos, et tu fais une seule chose, tu observes ce qui est là. Pas ce qui devrait être là, pas ce que tu souhaiterais ressentir. Ce qui est là peut être que c'est une légère anxiété pour la journée qui vient, peut être que c'est une fatigue résiduelle du sommeil, peut être que c'est une irritation diffuse dont tu ne sais même pas d'où elle vient, peut être que c'est parfois une petite paix tranquille. Quoi que ce soit, tu l'observes, tu lui donnes un nom intérieurement. Tu dis ah, là il y a de l'anxiété, ou là il y a de la fatigue, ou je ne sais pas trop ce que c'est, mais quelque chose est là. Et c'est tout. Tu n'as pas besoin de changer ça, pas besoin de l'analyser, pas besoin de le faire disparaître. Tu observes, tu nommes et tu laisses être. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que nommer une émotion en psychologie, c'est ce qu'on appelle l'affect labeling. Et les recherches sont remarquablement claires là-dessus. Quand nous nommons ce que nous ressentons, l'activité de l'amygdale, cette zone du cerveau qui gère la réaction émotionnelle brute, l'alarme intérieure diminue. Elle diminue vraiment physiologiquement en mettant des mots sur une émotion. Nous la régulons, pas en la supprimant, mais en la contenant. Hein. Les mots créent une distance saine entre toi et ce que tu ressens. Tu n'es plus l'anxiété, tu as de l'anxiété. C'est une nuance minuscule en apparence, mais elle est fondatrice. J'ai une patiente, je l'appellerai Marie, qui est venue me consulter pour des attaques de panique. Chaque matin, elle se réveillait avec une boule dans la gorge et une certitude immédiate que la journée allait être catastrophique. Elle ne comprenait pas pourquoi. Rien de concret ne justifiait cette terreur matinale. Quand je lui ai proposé cet exercice, 5 minutes le matin, observé et nommé, elle m'a regardé avec scepticisme. Elle m'a dit: Docteur André, je viens vous voir pour que vous m'aidiez à ne plus ressentir ça, et vous me demandez de le regarder en face. Oui, exactement. Parce que ce que nous fuyons grandit dans l'ombre. Ce que nous éclairons, même timidement, commence à perdre son pouvoir. Au bout de 3 jours, Marie m'a rappelé pour me dire quelque chose d'étonnant. Elle me dit: Je ressens toujours l'anxiété, mais j'ai l'impression qu'elle ne me surprend plus autant, je l'attends presque. Et quand elle arrive, je lui dis: Ah, tu es là, toi, et elle reste moins longtemps. C'est exactement ça. L'anxiété n'avait pas disparu, mais la relation de Marie à son anxiété avait changé, et dans ce changement de relation, il y avait toute la liberté du monde. Voilà ce que font les 3 premiers jours. Ils t'apprennent à regarder ce qui est là sans t'en défendre.
Les jours 4, 5 et 6, je les appelle les jours du corps. Parce qu'il y a quelque chose que nous oublions systématiquement dans notre rapport à nous-mêmes. Nous avons un corps, un vrai corps. Pas seulement un véhicule pour transporter notre cerveau d'une réunion à l'autre. Le corps parle. Il parle constamment. Il dit ⁇ Je suis fatigué ⁇ avant même que tu prennes conscience de ta fatigue. Il dit ⁇ Quelque chose ne va pas ⁇ sous la forme d'une tension dans les épaules que tu as fini par ne plus sentir. Il dit ⁇ Je suis en joie dans la légèreté d'un matin de printemps que tu traverses trop vite pour le remarquer. Durant ces 3 jours, l'exercice du matin reste le même 5 minutes d'observation, mais on y ajoute quelque chose. On y ajoute un scan corporel très simple. Tu pars de la tête et tu descends lentement vers les pieds en posant ton attention sur chaque partie de ton corps, pas pour changer quoi que ce soit, pas pour te corriger, juste pour visiter. Où est la tension? Où est le confort? Où est la douleur? Où est la légèreté? Beaucoup de gens sont stupéfaits par ce qu'ils découvrent dans cet exercice. Un homme de 40 ans, cadre dans une grande entreprise, m'a dit après quelques jours de pratique, je ne savais pas que j'avais les épaules aussi hautes. Elles sont remontées jusqu'aux oreilles, je ne m'en rendais même plus compte. Nous vivons souvent dans des corps sous tension chronique que nous ne voyons plus. La douleur diffuse est devenue le fond sonore de notre existence. Comme un bruit blanc dont on n'entend plus la présence, mais dont l'absence nous soulagerait profondément. Ce scan corporel n'est pas qu'un exercice de relaxation, c'est un exercice de réintégration. Il te ramène dans ton corps, il te dit tu es là, tu existes ici, maintenant, dans cette chair, dans ces os, dans ce souffle, et quand on se réintègre dans son corps, quelque chose de remarquable se produit. On devient moins réactif, parce que nos réactions émotionnelles les plus vives, la colère soudaine, la panique, le repli, passent toutes par le corps avant de passer par le cerveau conscient. Et quand on est connecté à son corps, on les détecte plus tôt. On a une demi-seconde de plus pour choisir sa réponse plutôt que de subir sa réaction. Une demi-seconde. Cela peut sembler dérisoire, mais dans cette demi-seconde, il y a parfois toute la différence entre une dispute et une conversation, entre une fuite et une confrontation courageuse, entre une rechute et une décision. Si tu trouves de la valeur dans ce que tu explores aujourd'hui, si quelque chose résonne en toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à grandir ensemble. Il y a encore beaucoup à découvrir dans ce que nous partageons ici et ta présence est précieuse. Continuons. Les jours 7, 8 et 9, nous entrons dans ce que j'appelle les jours de la gratitude consciente. Et je veux être prudent ici, parce que la gratitude est un mot qui a été tellement utilisé, tellement galvaudé dans les milieux du développement personnel, qu'il en a presque perdu sa substance. La gratitude dont je veux parler, c'est pas la gratitude de façade. C'est pas de se forcer à penser que tout va bien quand ça va pas. Ce n'est pas une négation de la souffrance ou des difficultés réelles de ta vie. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus puissant. C'est la capacité à percevoir le bien qui existe déjà, même en présence du mal. C'est remarquer la lumière sans nier l'ombre. Notre cerveau est câblé pour le négatif, c'est un fait évolutif. Nos ancêtres qui prêtaient plus attention au danger qu'au plaisir survivaient mieux. Ceux qui s'attardaient à contempler un coucher de soleil pendant que le tigre approchait ne transmettaient pas leur gène. Nous descendons donc tous de lignées d'anxieux vigilants. Ce biais de négativité est profondément ancré. Il fait que nous enregistrons plus facilement, plus profondément et plus durablement les expériences négatives que les positives. Une critique s'incruste là où un compliment glisse. Une mauvaise nouvelle domine là où 5 bonnes nouvelles s'effacent. La gratitude consciente n'est pas une naïveté, c'est une rééducation neurologique volontaire. C'est décider chaque jour de recalibrer un peu la balance. Voici l'exercice de ces 3 jours. Le soir, avant de dormir juste quelques minutes, tu te poses une question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, méritait d'être là? Pas forcément quelque chose de grand.
pas forcément quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'authentique. Le café chaud du matin, une conversation qui t'a fait sourire, un moment de soleil sur ton visage à travers la fenêtre, la voix de ton enfant, la sensation d'un travail terminé, un livre que tu avais envie de lire et que tu as enfin ouvert, des petites choses, mais des vraies choses. Je lisais récemment les travaux du psychologue américain Martin Seligman, l'un des pionniers de la psychologie positive. Il a démontré, dans des études répétées et rigoureuses, que le simple fait de noter 3 choses positives par jour pendant 21 jours consécutifs augmente significativement et durablement le niveau de bien, être subjectif des participants et diminue les symptômes dépressifs, parfois de façon comparable à certains traitements médicamenteux légers. 21 jours, nous allons faire cela pendant 3 jours, c'est un début honnête. Et ce qui se passe pendant ces 3 jours, c'est que ton cerveau commence à chercher activement ce qui est bon. Parce que tu lui as donné une tâche pour le soir, trouver les moments qui méritaient d'être là. Et le cerveau est un formidable chasseur de ce qu'on lui demande de chercher. Si tu lui dis de chercher les dangers, il les trouvera partout. Si tu lui dis de chercher les beautés, il commencera doucement à les voir aussi. Je ne te dis pas que la vie devient rose, je te dis qu'elle devient plus complète, qu'elle contient à la fois ses ombres et ses lumières, et qu'on peut tenir les deux en même temps. Un de mes patients, je l'appellerai Luc, la cinquantaine, traversant une période de burn-out après des années à se donner entièrement à son travail, m'avait dit lors d'une de nos premières séances, je n'ai plus de plaisir à rien, la vie est plate. Même les week-ends me semblent vides. Je lui avais proposé cet exercice de gratitude. Il m'avait regardé avec une sorte de politesse sceptique, comme quelqu'un qui ne veut pas contrarier le médecin, mais ne croit pas du tout en ce qu'on lui suggère. 3 semaines plus tard, il arrive à la séance avec quelque chose de différent dans le regard. Il me dit, vous savez ce que j'ai remarqué? Il y a une boulangerie sur mon chemin. Je la passe depuis 10 ans. Mais la semaine dernière, j'ai vraiment senti l'odeur du pain chaud en sortant et je me suis arrêté. J'ai acheté un pain au chocolat, je me suis assis sur un banc dehors et je l'ai mangé lentement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Luc n'avait pas changé sa vie. La boulangerie était là depuis 10 ans, mais quelque chose en lui avait changé sa façon de percevoir. Et dans cette perception retrouvée, il y avait le début d'un retour à la vie. C'est ce que font ces jours de gratitude. Ils ne changent pas le monde, ils changent le regard que tu poses sur lui. Les jours 10, 11 et 12 sont, à mes yeux, les plus importants et les plus difficiles. Je les appelle les jours de la présence à soi. Parce qu'après 9 jours d'observation, de connexion au corps et de gratitude, tu es prêt pour quelque chose de plus profond, te rencontrer toi-même. Voici l'exercice. Chaque jour, tu prends 10 minutes, le matin ou le soir, selon ce qui fonctionne pour toi, et tu t'assieds avec une question, une seule question. Et tu laisses venir ce qui vient, sans le censurer, sans le corriger. Jour 10, qu'est-ce que je porte en ce moment que je n'ai jamais vraiment mis en mots? Jour 11, qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre là, maintenant, que personne ne me dit? Jour 12, qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie si j'enlève la peur? Ces questions ne sont pas anodines. Elles vont chercher quelque chose de profond et elles peuvent faire peur. Certains de ceux qui les posent découvrent une tristesse qu'ils avaient mise sous clé depuis longtemps. D'autres découvrent une colère légitime qu'ils n'avaient pas eu la permission de ressentir. D'autres encore découvrent un désir oublié, une vocation mise en veille, un rêve dont ils avaient honte parce qu'il semblait impraticable. Et certains, et c'est peu, être la découverte la plus précieuse de toutes, découvrent une douceur inattendue envers eux-mêmes, une sorte de compassion tranquille, comme s'ils retrouvaient un ami perdu depuis longtemps. Je veux te parler de quelque chose que j'appelle la tendresse envers soi. En psychologie, on parle d'autocompassion, un terme introduit notamment par la chercheuse Christine Neff, mais le mot tendresse me touche davantage parce qu'il a quelque chose de plus intime, de plus humain. La tendresse envers soi, c'est se traiter comme on traiterait un ami cher qui traverse une période difficile.
pas en niant ses erreurs, pas en lui disant que tout va bien quand ça ne va pas, mais en étant présent avec lui, en lui disant: «Je vois que tu souffres, je vois que tu es fatigué, je vois que tu essayes et c'est bien, nous sommes souvent si durs avec nous-mêmes, d'une dureté que nous n'accepterions jamais envers quelqu'un que nous aimons. Nous nous parlons avec une brutalité intérieure qui, si elle était prononcée à voix haute à l'adresse d'un autre, nous ferait honte. Ces 10 minutes des derniers jours, ces questions posées en silence, sont une invitation à traiter ta propre vie avec la même délicatesse que tu mettrais à tenir quelque chose de fragile et de précieux. Parce que ta vie est fragile et parce qu'elle est précieuse. Je t'invite aussi, à mi-chemin de ces réflexions, à continuer ce voyage avec moi. Si ce contenu t'apporte quelque chose, si tu sens que ces mots te rejoignent là où tu es, je t'encourage à t'abonner et à partager ce que tu entends avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Nous grandissons mieux quand nous ne grandissons pas seuls. Maintenant, je veux te parler de ce que ta façon de vivre ces 12 jours révèle de toi. C'est une partie que je trouve particulièrement fascinante parce qu'elle transforme une pratique personnelle en miroir psychologique. Voici ce que j'observe dans ma pratique et dans les recherches, selon la manière dont les gens vivent ces 12 jours. Il y a ceux qui commencent avec enthousiasme et abandonnent vers le quatrième ou cinquième jour. C'est très courant. Et ce que cela révèle souvent, c'est une relation particulière à l'effort soutenu. Ces personnes trouvent l'élan initial facile, elles sont souvent créatives, enthousiastes, ouvertes aux nouvelles expériences, mais dès que l'exercice devient routine, dès que la nouveauté s'est dissipée, quelque chose se désintéresse. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est souvent le signe d'un manque de relation à ce que j'appelle la profondeur ordinaire. L'idée que ce qui est précieux se trouve dans le spectaculaire, dans le nouveau, dans l'exceptionnel, alors que la vraie transformation, elle, vit dans le répétitif assumé, dans le fait de refaire quelque chose de simple, encore et encore, avec la même intention. Si tu te reconnais là-dedans, la question que je t'invite à porter est celle-ci. Est-ce que je cherche dans ma vie des expériences extraordinaires pour éviter de m'asseoir avec l'ordinaire? Et qu'est-ce que j'évite exactement quand je m'agite ainsi? Il y a ceux qui commencent, tiennent quelques jours, oublient un jour et s'arrêtent là parce qu'ils ont l'impression d'avoir tout raté. Ce mécanisme, l'abandon total après un seul faux pas, s'appelle l'effet tout ou rien. Et il est extraordinairement répandu et extraordinairement limitant. Ces personnes ne font pas preuve de manque de volonté. Elles font preuve d'un perfectionnisme intérieur qui n'autorise pas l'erreur. Et paradoxalement, c'est cette intolérance à l'imperfection qui sabote plus de projets, plus de relations, plus de vie que la paresse ne le fera jamais. Si c'est toi, la phrase que je veux que tu gardes avec toi est celle-ci. Un jour manqué n'efface pas 11 jours tenus. Recommence le lendemain, sans te flageller, sans te justifier. Juste recommencer, comme si rien ne s'était passé. D'ailleurs, en thérapie, nous avons une expression pour ce moment-là, le moment où quelqu'un reprend après une chute. Nous l'appelons la récupération de la récupération. C'est souvent là que se joue la vraie transformation, non pas dans la performance parfaite, mais dans la capacité à se relever avec douceur. Il y a ceux qui tiennent les 12 jours, mais qui le font de façon mécanique. Ils cochent la case, ils font l'exercice, mais quelque chose reste fermé. C'est la peur souvent de ce qu'on pourrait trouver si on allait vraiment au fond. C'est pas de la résistance au changement, c'est de la prudence émotionnelle. À ces personnes, je veux dire, c'est bien, tenir les 12 jours, même mécaniquement, c'est construire la structure. Et parfois, on commence à habiter la structure avant même de s'en apercevoir. Sois patient avec toi-même. La porte s'ouvrira quand tu seras prêt. Et puis il y a ceux, et c'est peu, être la plus belle surprise que ces 12 jours peuvent offrir, qui tiennent les 12 jours et qui, au neuvième ou 10e jour, ressentent quelque chose d'inattendu. Pas une révélation dramatique, plutôt une sorte de légèreté tranquille.
une impression difficile à mettre en mots, d'être un peu plus à sa place dans sa propre vie. Ces personnes-là m'ont souvent décrit la même chose. Je ne sais pas exactement ce qui a changé, mais quelque chose a changé. Et je leur réponds toujours, ce qui a changé, c'est ta relation à toi-même. Tu t'es accordé 12 jours d'attention. Et dans cet acte simple, tu t'es dit quelque chose d'important. Tu t'es dit, je mérite cet espace, je mérite cette attention. Ma vie intérieure mérite d'être visitée. C'est peut être le plus grand changement de tous. Je veux maintenant te parler de quelque chose que j'observe souvent quand on s'engage dans ce genre de pratique et que j'appelle la résistance créatrice. La résistance créatrice, c'est ce moment souvent autour du 6e ou 7e jour où quelque chose en toi commence à générer des objections. Pas des objections stupides, des objections brillantes, sophistiquées, bien argumentées. Je n'ai pas vraiment le temps ce matin. Ça fait plusieurs jours et je vois pas vraiment de différence. Est-ce que ça a vraiment un sens scientifique tout ça? Il y a sûrement quelque chose de plus important que je devrais faire. Ces pensées sont intelligentes, elles ont l'air raisonnables. Et c'est exactement pourquoi elles sont si efficaces pour nous faire arrêter. Ce que j'ai appris au fil des années, c'est que la résistance à une pratique de transformation personnelle est souvent proportionnelle à l'importance de ce que cette pratique touche. Autrement dit, plus tu résistes, plus il y a quelque chose de précieux de l'autre côté. La résistance n'est pas le signe que la pratique ne fonctionne pas. C'est souvent le signe qu'elle commence à fonctionner, que quelque chose en toi sent que les cartes vont être rebattues. Et une partie de toi, cette partie qui préfère la douleur connue à l'inconfort de la nouveauté, résiste de toutes ses forces. Il y a quelque chose que j'aime dire à mes patients à ce moment-là, continue malgré la résistance, pas en la niant, pas en te battant contre elle, mais en lui disant je t'entends, je note tes objections et je continue quand même. C'est ainsi qu'on apprend à être libre, pas en n'ayant plus de voix intérieure qui résiste, mais en ne lui obéissant plus aveuglément. Parlons maintenant d'un aspect que j'aime beaucoup aborder et qui concerne la manière dont ces 12 jours transforment nos relations aux autres. On pourrait croire qu'une pratique aussi personnelle, aussi intérieure, n'a d'effet qu'en nous, mais l'expérience clinique et la recherche nous disent le contraire. Ce que nous faisons à l'intérieur de nous se répercute inévitablement à l'extérieur. Quand on devient meilleur observateur de ses propres émotions, on devient meilleur observateur des émotions des autres. Quand on apprend à ne pas être emporté par ses propres tempêtes intérieures, on devient plus stable, plus présent pour les gens qu'on aime. J'ai un ami, non pas un patient, un ami qui a traversé une période très difficile dans son couple. Il était souvent absent, réactif, débordé. Sa femme lui disait qu'il ne l'écoutait vraiment pas, qu'il était là sans être là. Il a commencé une pratique similaire à celle que je te décris, et après quelques semaines, sa femme lui a dit quelque chose qui l'a touché profondément. Elle lui a dit, je ne sais pas ce que tu fais le matin, mais tu es différent, tu écoutes autrement. Quand je parle, j'ai l'impression que tu es vraiment là. Il n'avait pas changé sa façon de l'aimer, il avait changé sa façon d'être présent à lui-même. Et cette présence intérieure s'était naturellement répandue dans sa façon d'être avec elle. C'est une vérité que je trouve magnifique. Travailler sur soi n'est pas un acte égoïste. C'est l'un des gestes les plus généreux qu'on puisse faire envers ceux qui nous entourent. Je veux aussi te parler de ce qui se passe après ces 12 jours. Parce que beaucoup de gens me posent cette question. Et ensuite, l'enjeu, après ces 12 jours, n'est pas de continuer exactement les mêmes exercices de la même façon. L'enjeu est de garder quelque chose de l'esprit dans lequel ces exercices ont été faits. L'esprit de l'attention, l'esprit de la douceur, l'esprit de la présence. On peut le faire en 5 minutes le matin, on peut le faire dans une respiration consciente prise entre deux réunions, on peut le faire en posant son téléphone pendant un repas et en goûtant vraiment ce qu'on mange, on peut le faire en regardant le visage de quelqu'un qu'on aime comme si on le voyait pour la première fois.
Ce que ces 12 jours créent, si on les vit pleinement, c'est une disponibilité à soi-même, aux autres, à la vie. Et cette disponibilité, une fois éveillée, n'a pas besoin d'être entretenue de façon rigide. Elle cherche à vivre comme une plante qui cherche la lumière. Il y a une image que j'utilise souvent avec mes patients. Je leur dis, imaginez que votre vie intérieure est un jardin. Beaucoup d'entre nous ne vont jamais dans ce jardin. Nous passons toute notre vie dans la maison, à gérer les pièces, à organiser les meubles, sans jamais sortir dans ce jardin qui est là, qui nous appartient, qui attend. Ces 12 jours, c'est comme ouvrir la porte du jardin pour la première fois. On ne devient pas jardinier expert en 12 jours. Mais on commence à connaître l'endroit, on commence à sentir la terre sous ses pieds, on commence à voir ce qui pousse le beau et le sauvage, le fragile et le tenace. Et une fois qu'on a mis le pied dans ce jardin, on a du mal à ne plus y retourner. Je veux maintenant prendre un moment pour parler de ce que j'appelle les dimensions oubliées de la transformation. Parce que nous parlons souvent de pratique, d'exercice, d'effort, mais il y a des conditions qui rendent le changement possible et que nous mentionnons trop rarement. La première condition oubliée, c'est le repos, le vrai repos. Pas simplement ne rien faire en regardant son téléphone, mais le repos actif qui se passe quand on s'autorise à décélérer vraiment, quand on s'assied dehors sans autre objectif que d'être là, quand on dort suffisamment, pas comme une performance de récupération, mais comme un acte de respect envers soi. Notre culture célèbre l'effort, la productivité, la persévérance, très bien. Mais elle oublie que le cerveau qui transforme, qui intègre, qui crée des connexions nouvelles, a besoin de silence. Il a besoin de la nuit, il a besoin des moments où l'on n'exige rien de lui. Les neurosciences ont montré que c'est souvent pendant le repos et plus précisément pendant le sommeil que le cerveau consolide des apprentissages. Ce que tu vis pendant tes 5 minutes d'observation le matin est réellement ancré dans ta mémoire à long terme par ton cerveau qui travaille la nuit suivante. Tu n'es pas en train de te reposer, tu es en train d'intégrer. Alors s'il te plaît, si tu dois ne retenir qu'une chose de ce que je dis là, dors. Dors suffisamment. Laisse à ton cerveau le temps de faire son travail silencieux. La deuxième condition oubliée, c'est la connexion humaine. Je sais que j'ai dit que ces 12 jours sont une pratique personnelle, intérieure, et c'est vrai, mais le changement ne se fait pas en isolation. Il se fait beaucoup mieux quand il est partagé. Pas nécessairement de façon spectaculaire, pas en publiant chaque jour sur les réseaux sociaux, mais peut être en disant à quelqu'un de confiance, j'essaie quelque chose. Je te le dis pour que tu le saches. Ou en rejoignant une communauté, même petite, même informelle, de gens qui cherchent eux aussi à mieux vivre. Il y a quelque chose de profondément humain dans le fait d'être vu dans son effort. Nous n'avons pas besoin d'applaudissements, nous avons besoin de témoins, des gens qui peuvent dire je t'ai vu essayer. Et ça compte. La troisième condition oubliée, c'est la patience bienveillante. Pas la patience résignée, celle qui attend en mâchant son frein que les choses changent. La patience active, celle qui fait confiance au processus même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Il y a une phrase que j'ai entendue un jour et que je n'ai jamais oubliée. Je ne sais plus qui me l'a dite, mais elle dit à peu près ceci. La croissance personnelle ressemble parfois à regarder de l'herbe pousser. Rien ne se passe, rien ne se passe. Et puis tu regardes en arrière et tu réalises que tout a changé. C'est tellement vrai. Le changement profond n'est pas linéaire. Il y a des plateaux. Il y a même des moments où on a l'impression de reculer. Et puis il y a ces moments de bascule soudaine où quelque chose qui semblait impossible devient naturel. Avoir foi en ce processus, même quand on ne le voit pas, même quand on doute, c'est peu être la forme de courage la plus ordinaire et la plus nécessaire. Je t'invite à prendre une petite pause maintenant. Si tu conduis ou marches en écoutant ceci, continue tranquillement. Mais si tu peux, prends un instant pour remarquer comment tu te sens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé depuis le début de cet audio?
Une pensée qui t'est venue, une sensation dans le corps, tu n'as pas besoin de répondre à voix haute, juste remarquer. C'est déjà pratiqué et si ce contenu t'accompagne, si tu te sens moins seul dans tes questionnements intérieurs, je t'encourage à t'abonner pour continuer ce chemin ensemble. Chaque épisode est une nouvelle invitation à te rencontrer toi-même. Je voudrais, dans cette dernière partie de notre conversation, te parler de quelque chose que j'ai mis beaucoup d'années à comprendre et que beaucoup de personnes, y compris moi, à certaines périodes de ma vie, ont du mal à accepter. Le changement ne t'oblige pas à devenir quelqu'un d'autre. Il t'invite à devenir plus pleinement ce que tu es déjà. C'est une nuance qui peut sembler subtile, mais elle est fondatrice. Parce que une grande part de la souffrance que j'observe chez les gens qui cherchent à se transformer, c'est une souffrance née de la honte de ce qu'on est. L'idée que pour aller bien, pour réussir, pour être aimé, il faut d'abord effacer une partie de soi et la remplacer par quelque chose de meilleur. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la transformation, du moins pas la transformation durable. La transformation durable, elle ressemble plutôt à ceci. Tu découvres en toi des mécanismes qui te font souffrir des réactions automatiques, des croyances limitantes, des peurs héritées de ton histoire, et tu crées peu à peu plus de distance entre ces mécanismes et toi. Ils font toujours partie de toi, mais ils ne te définissent plus entièrement. Tu deviens plus grand qu'eux, et dans cet espace agrandi, tu découvres des ressources que tu avais sans le savoir. Une capacité à la joie tranquille, une aptitude à la résilience, une intelligence émotionnelle que les événements difficiles de ta vie t'ont en réalité développée, même si tu les as vécus comme de pure destruction. Nous sommes tous porteurs de blessures, mais nous sommes aussi tous porteurs de guérison en cours. Les deux coexistent. Et apprendre à regarder les deux avec la même honnêteté bienveillante, c'est l'un des gestes les plus libérateurs qui soient. Permettons-moi de te parler d'une dernière chose avant de conclure. Une chose qui me tient à cœur et que j'appellerais l'effet de sillage. Quand un bateau avance sur l'eau, il laisse derrière lui un sillage, une trace dans l'eau, fugace mais réelle. Et cette trace, pour quelques instants, continue d'influencer la surface de l'eau autour d'elle, des ondulations qui se propagent. Chaque acte de présence, chaque moment de conscience de soi, chaque décision prise depuis un endroit plus calme et plus lucide laisse un sillage dans ta vie. Ces sillages, on ne les voit pas toujours, mais ils existent. Ils influencent les personnes autour de toi, ils influencent tes décisions futures, ils influencent ta façon de vieillir. Ces 12 jours que je te propose, ce ne sont pas 12 jours isolés, ce sont 12 jours de sillage. Et chaque sillage appelle le suivant. Au fil du temps, ces sillages dessinent quelque chose, une vie un peu plus consciente, un peu plus choisie, un peu plus profondément vécue. Ce n'est pas une promesse de bonheur permanent, ce serait une promesse mensongère, et tu le sais. La vie contient des pertes, des deuils, des épreuves que rien ne peut effacer. Mais ces 12 jours et ce qu'ils peuvent installer en toi te donnent des ressources pour traverser ces épreuves autrement, avec plus de présence, avec plus de douceur envers toi-même, avec la capacité à revenir encore et encore à ce qui compte vraiment. Je t'ai parlé aujourd'hui de beaucoup de choses. Laisse-moi en garder l'essentiel avec toi, comme on glisse quelque chose dans la poche d'un voyageur avant qu'il parte. 12 jours, 3 jours d'attention à ce qui est là, 3 jours de connexion au corps, 3 jours de gratitude consciente, 3 jours de présence à toi-même. Non pas pour te transformer en quelqu'un d'autre, mais pour rencontrer plus pleinement celui ou celle que tu es déjà. La résistance que tu ressentiras en chemin n'est pas ton ennemi, c'est souvent le gardien de ce qui compte le plus. Un jour manqué n'efface pas tout ce qui précède. Recommence avec douceur. Ce que tu feras pour toi pendant ces 12 jours rayonnera vers ceux que tu aimes sans que tu aies à rien expliquer. Et peut être le plus important de tout, tu mérites cet espace, tu mérites cette attention, pas parce que tu l'as gagné, pas parce que tu te l'es mérité à travers tes performances ou ta gentillesse ou tes sacrifices,
mais parce que tu es là, parce que tu souffles, parce que tu cherches et que chercher est déjà une forme de sagesse. Il y a quelque chose que j'aime faire à la fin de mes conférences et que je vais faire aussi ici. Je te demande de poser une main sur ta poitrine, doucement, sur ton cœur, et de dire intérieurement à toi-même quelque chose de simple, quelque chose comme je suis là, j'essaye, c'est assez, 3 phrases seulement, mais dans chacune d'elles, il y a tout. Je suis là, la présence, j'essaye l'effort honnête, c'est assez la compassion. Ces 3 choses ensemble, c'est ce que j'appelle une vie bien orientée. Pas une vie parfaite, pas une vie sans douleur, mais une vie qui se tient debout, qui avance, qui cherche et qui se traite avec la gentillesse qu'elle mérite. Tu es arrivé jusqu'ici, jusqu'au bout de cet audio, et cela me touche sincèrement, parce que rester présent pendant 1 heure entière à des questions sur soi-même, ce n'est pas rien, ça demande une forme de courage tranquille. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, merci pour ta présence et ta confiance. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose en toi s'est éveillé, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ces mots ne m'appartiennent pas vraiment, ils appartiennent à tous ceux qui cherchent à mieux vivre. Et n'oublie pas, tes 12 jours peuvent commencer demain matin, ou ce soir, ou dans exactement 5 minutes. Le bon moment, c'est maintenant. On se retrouve dans le prochain épisode.